Bonjour tout le monde, c'est une vidéo extrêmement difficile que je vais faire. Je pense que je ne vais pas me faire que des amis, mais malheureusement quand tu es sur un chemin de recherche de vérité, c'est pas facile de garder l'amitié des gens. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler des humains. Quand ils sont petits, ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Ça les aide à dormir en général. Quand ils grandissent, contrairement aux apparences, ils gardent toujours cet amour des histoires. Sauf que les histoires se transforment en mythes, on va dire. Le problème avec le mythe, contrairement à d'autres choses, c'est que le devient un pilier fondateur de l'univers mental de la personne. Donc les humains, depuis toujours, ils ont aimé les mythes. Et à notre époque, je pense que c'est un peu plus que d'habitude, un peu plus que durant les époques passées. On est en plein là-dedans et je pense que nous vivons l'âge des mythes. Alors aujourd'hui, on ne peut pas le dire bien sûr, mais je pense que dans le futur, l'histoire nous jugera ainsi. Euh, si je vous dis que par exemple, la Terre n'est pas ronde, hein, si je vais par exemple sortir une absurdité de ce genre, je vous dis que la Terre est plate ou cubique ou autre, ça fera rire du monde, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui se sentira menacé ou agressé ou personnellement concerné. Pourquoi? Parce que ce genre d'informations, on va dire physiques, ne servent pas de fondement à un univers mental intérieur aux gens. Donc ils ne se sentent pas, si vous voulez, menacés dans leur existence. Le problème des mythes, c'est différent. C'est que c'est un pilier très important psychologique et tu ne peux pas faire de frappe chirurgicale. Pourquoi? Parce que le mythe va servir de support à un nombre important d'autres croyances, de subcroyances, etc. Donc en fait, si tu frappes le mythe, tu fais tomber en fait pas seulement ce pilier-là, mais tu fais tomber tout ce qu'il supporte. Et donc à ce moment-là, tu obtiens des réactions très agressives de la part des gens. Voilà, ça c'était juste l'introduction. Euh, Comme dit souvent Dieudonné ou Soral, ils disent que c'est les forts, c'est les gagnants qui écrivent l'histoire. En fait, en observant, je trouve qu'ils ont, on va dire, partiellement raison, parce que en réalité, c'est pas que les gagnants qui écrivent l'histoire, les perdants l'écrivent aussi d'une autre manière. En fait, tout le monde écrit l'histoire. Même les entreprises écrivent l'histoire. Même les entreprises associent leur existence ou leur création ou leurs dirigeants ou autres à des mythes qu'ils vendent. La seule différence, c'est la raison d'existence du mythe et la manière avec laquelle il est défendu. Alors le fort ou le gagnant, c'est vrai qu'il va défendre son mythe avec la force. Le perdant aura plus tendance à le défendre avec la culpabilisation et la pleurniche, comme on dit. Donc c'est différent. Alors effectivement, j'ai voulu appliquer cette théorie de Dieudonné qui est très intéressante parce que vous savez, nous tous dans nos pays ou nos sociétés, moi je suis algérien, nous avons toujours un certain nombre, nous baignons dans un certain nombre de choses que nous considérons comme des vérités premières. Et c'est vrai que si jamais tu décides d'aller creuser là-dedans, tu vas vite remarquer que plein de choses ne tiennent pas la route. Alors moi, j'ai décidé d'appliquer ça à mon, on va dire, à mon propre univers mental. Et j'aimerais vous parler de la civilisation islamique, ce qu'on appelle la civilisation islamique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on nous raconte que il y a longtemps, il y a des cavaliers qui sont arrivés de l'Est, venant de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Et en fait, ils sont arrivés donc aux frontières de notre pays, ils ont dit aux populations locales, nous apportons l'islam. Et les populations locales, qu'est-ce qu'elles ont répondu? Mais c'est génial, c'est absolument extraordinaire, venez, envahissez-nous, on va se convertir tout de suite. Alors, quand vous remarquez cette manière de raconter les choses est extrêmement simpliste, mais c'est à peu près comme ça qu'on nous a présenté la chose quand on était à l'école. Vous remarquez qu'on n'a même pas pris la peine de nous mentir en nous respectant. Ça signifie pour moi, il y a deux types de mensonges. Il y a le mensonge qui te respecte, il y a le mensonge qui t'insulte. Par exemple, je suis prof, il y a un gamin qui arrive en retard et qui me sort une prétexte bidon, mais à peu près potable. Je le crois, je dis bon, va t'asseoir, c'est bon. Alors que si quelqu'un te sort un réflexe bidon, comment dire, un prétexte bidon, c'est qu'il est en train de se foutre de ta gueule. Voilà. C'est un petit peu ça. Ça signifie qu'on ne nous a même pas élaboré un mensonge digne de notre intelligence. Au moins, racontez-nous quelque chose à laquelle on peut souscrire. Ok. Ça, c'est déjà le premier point. Alors qu'en général, vous savez bien que les conquêtes se passent avec la violence, le meurtre, l'assassinat, les massacres et tout, et ça, c'est depuis toujours. Autre chose. On nous dit que
ces cavaliers venant de l'Est, venant donc d'Arabie Saoudite, ont traversé plusieurs pays, n'est-ce pas? Et puis, ils sont arrivés en Espagne, ils ont construit des châteaux. Alors, c'est un petit peu comme si tu me dis, les Inuits qui fabriquent des igloos chez eux, vont envahir je ne sais plus quel pays, puis construisent des châteaux faute de glace sur place. Donc ça aussi c'est un problème, c'est quelque chose à laquelle j'ai du mal à souscrire, parce que sans vouloir les critiquer, les Saoudiens vivent quand même dans un terrain quasi lunaire. La seule fois où ils ont posé une pierre sur l'autre, c'était pour faire du feu. Ils vivaient dans des tentes qui sont très faciles à construire. Ils traversent plusieurs pays, donc ils traversent l'Égypte, la Libye d'aujourd'hui, la Tunisie, l'Algérie, etc. Et ils vont jusqu'en Espagne. Et en fait, durant tous ces pays qu'ils traversent, ils construisent rien du tout. Il faut arriver, en Espagne pour qu'ils se mettent à construire des châteaux. C'est un petit peu comme si je vous disais des Sénégalais, avec tout le respect pour les Sénégalais, bien sûr, ne le prenez pas mal, je vous prends juste un exemple. Des Sénégalais avancent, n'est-ce pas, et prennent des pays les uns après les autres. Et au moment où ils arrivent à Toulouse, en France, comme par hasard, ils commencent à produire des Airbus, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est un petit peu dans le même esprit ce que je suis en train de vous dire. Si vous remarquez, j'ai dit ça avec beaucoup de respect encore, parce que quand il faut toucher des mythes, il faut vraiment être très 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 doux, parce que sinon les gens croient que c'est perso. Non, c'est pas perso, c'est vraiment, je suis en train de regarder les choses. C'est que généralement, les civilisations sont les plus fortes au moment, leurs traces, on va dire, sont les plus visibles à l'endroit où elles ont été créées. On trouvera plus de traces de la civilisation romaine en Italie qu'on va en trouver en Angleterre, par exemple. Pareil pour les Grecs, pareil tu vas sur Athènes, les traces les plus fortes de la civilisation grecque sont là-bas. Alors quand on va en Arabie Saoudite, je veux dire, on trouve un terrain lunaire, tout ce qui dépasse 2 étages a été construit par des entreprises américaines, et on me dit qu'en Espagne ils ont construit des châteaux. Donc vous comprenez, j'ai du mal, ça ne m'entre pas dans la tête. Ce n'était pas une civilisation de constructeurs, dans le sens par exemple où même quand ils avaient besoin de mosquées, ils prenaient des temples, que ce soit des temples bouddhistes, des églises et autres, qu'ils convertissaient en mosquée. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un arabo-musulman qui ne connaisse pas au moins une église qui a été convertie en mosquée. Moi, je connaissais à Mostaganem ce qu'on appelait avec un peu d'ironie la mosquée de la Croix. C'est une mosquée qui est sous forme de croix. À la base, c'est une église. Alors, elle a une forme de croix. Sur chaque bord, il y a une grande croix où, à l'intérieur, il y a des petites croix. Et là, en fait, ils se sont cassés la tête, ils ont cassé au marteau, ils ont mis du ciment, ils ont mis de la tôle ondulée, ils ont mis du fil de fer, ils ont mis de la cage à lapin, et ça ressemble toujours à une croix. D'accord ? Là où, par exemple, le chrétien, lui, il aurait rasé le temple si nécessaire, puis il aurait construit proprement une église. Donc ce n'était pas du tout une civilisation de construction, de quoi que ce soit. Une civilisation de construction ne s'abaisserait pas à aller détourner d'autres temples de leur usage initial pour en fabriquer les siens. Je veux dire, c'est de la dèche. Je veux dire, historiquement parlant, tu es dans la misère, tu es dans la galère. Si tu dois t'abaisser à ce genre de pratique, c'est que vraiment, t'as pas les gars autour de toi qui sont capables de poser une pierre sur l'autre. C'est très simple. Et en fait, bon, je vais pas m'étaler plus loin. Je veux dire, là où tu creuses, tu vas trouver ce genre d'éléments qui font que cette histoire ne tienne pas. Mais pourquoi ce mythe aujourd'hui est très important? Parce qu'il y a des mythes gentils, on s'en fout, on peut les laisser en place, même si on sait que c'est faux, du moment que ça ne coûte rien, ça va. Le problème, c'est que ce mythe-là, il nous coûte énormément. En point de vue civilisationnel, littéralement, il coûte extrêmement cher aux nations arabo-musulmanes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là où toute l'humanité va dans un sens, les pays arabo-musulmans vont dans l'autre. Pourquoi? Parce que quand ils pensent civilisation, l'arabo-musulman ne pense pas au futur, mais il pense au passé. Ça signifie qu'il croit que plus il va regresser vers le passé, plus il va renouer avec la civilisation perdue. C'est un petit peu comme si, je vais caricaturer un peu, c'est comme si les Occidentaux croyaient que l'Atlantide était la plus grande civilisation occidentale jamais créée, donc c'est complètement un mythe, et puis décidaient de tout faire pour ressembler à l'Atlantide, et qu'ils renonçaient à pratiquement tout ce qui est moderne, tout ce qui est invention, tout ce qui est création, etc. Voilà le problème. Et ça,
ça cause aujourd'hui énormément de désastres. Et c'est pour ça que d'ailleurs ils sont même encouragés, des petits vicieux. Hein. Vous savez, les Occidentaux, hein, y a des vicieux là-dedans. Parce qu'au lieu de leur dire la vérité, au lieu de leur dire écoutez, je vais te la révéler aujourd'hui l'histoire, non, ils les encouragent à croire que leur passé était glorieux. Alors que dans le passé, je vais dire pardon les gars, je veux dire, dans le passé, quand tu arrives à vendre des esclaves, c'est que tu n'as pas pu fabriquer de machines. Quand tu t'adonnes au piratage, c'est que tu n'as pas pu fabriquer les biens de consommation, que tu t'es obligé, tu es réduit à les pirater. Quand tu es obligé de casser au marteau les symboles bouddhistes sur un temple bouddhiste pour le transformer en mosquée. Je vais dire, d'accord, ça veut dire que l'histoire n'est pas glorieuse. Alors, si tu veux une civilisation, tu peux la créer dans les années à venir. La civilisation, elle est possible, mais elle est dans le futur. Elle n'est pas dans le passé. Donc ça ne sert à rien de vouloir revenir à tout prix, des fois au prix de mort, pour vouloir revenir vers l'arrière. Il n'y a rien vers l'arrière. Voilà, c'est tout. Donc, vous comprenez, c'est malheureux, mais nous vivons une époque. Nous vivons une époque des mythes. On se bat à coups de mythes. Alors c'est vrai que psychologiquement, c'est très destructeur. Mais je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc qui vient des mathématiques. Tu sais, des mathématiques, on va supposer un ensemble, hein, on va imaginer un ensemble qui a un élément tel que cet élément carré égale moins 1. Alors vous savez que c'est pas possible. On ne peut pas imaginer un nombre tel que, quand on le met au carré, il devient égal à moins 1. C'est pas possible. Alors bon, mais imaginons que c'était possible. D'accord ? Imaginons que c'était possible. Et qu'est-ce qu'on va en déduire ? On en déduit des choses, puis après cet élément-là, on s'en fout. On peut même le retirer de l'équation à la fin. Mais il nous aura permis d'atteindre des réflexions très éloignées et de résoudre des problèmes qui auraient été insolubles autrement. Alors, des fois, je traite les mythes sous cet angle mathématique. Ça signifie, je prends quelque chose, d'accord ? Et je vais supposer l'inverse. Ou je vais supposer que cette information est fausse. Peu importe. Je m'en fous en réalité si elle est fausse ou pas intérieurement. Parce que je ne vais pas pouvoir revenir sur le moment en arrière et observer ça de mes yeux. Donc je suis toujours dépendant des éléments qu'on me donne. Par contre, ça me permet au moins de créer un autre univers et d'essayer de réfléchir dedans. Et parfois on arrive à des histoires beaucoup plus cohérentes que le mensonge dans lequel on nous berce. C'est tout. Hein. C'est juste un jeu mental le plus souvent. D'accord ? Voilà, amusez-vous bien et puis prenez pas trop la tête. Hein. Je sais que des fois ça peut être brutal pour certains. Moi je veux déstabiliser personne, mais ça peut être déstabilisant. Et si c'est déstabilisant, honnêtement, si c'est déstabilisant, vaut mieux garder le mythe. Je pense qu'il vaut mieux le garder pour beaucoup de gens. Il vaut mieux le garder puis continuer comme ça. Hein. C'est beaucoup plus simple. Hein. Je conçois très bien que c'est pas pour tout le monde. Allez, bye les gars.